Nous voici maintenant dans Regard croisé de ce jour et sur le plateau, nous avons Ambroise Pondio, directeur de publication de The Guardian. Bonsoir Ambroise. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir chers confrères ici présents et les auditrices et les téléspectatrices et les téléspectateurs de la New World TV. Je suis en pleine consommation locale. Ça se voit. C'est un message qui s'envoie au Premier ministre et au ministre de la DG et ses consorts. Merci. Très important. Vincent Fioclou d'Anglais-nous, directeur de publication de l'Enquêteur. Bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir Ambroise, bonsoir mon cher frère Freddy. Et bonsoir aux téléspectateurs, aux téléspectateurs de New World TV. Freddy Mela Krokou, président de Vision et Initiative Positive du président Faure Gnassingbé. Bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir chers amis et directeur de publication sur le plateau. C'est un plaisir de partager cette séquence avec vous. Et dans la suite de cette émission, j'espère qu'on va bien faire jubiler, reballer les téléspectateurs. Merci beaucoup. Et donc, dans le menu du jour, on parlera de la Guinée pour évoquer le scrutin présidentiel qui a eu lieu hier. Nous serons également en Côte d'Ivoire. On parlera donc de ces 2 morts dans de nouvelles violences intercommunautaires. Au niveau du Mali, on parlera donc du mouvement de l'imam Diko qui compte accompagner la transition. Et puis le Togo, ce report technique de la rentrée scolaire. C'est donc le menu du jour. C'est avec la Guinée qu'on commence. La présidentielle s'est tenue ce dimanche 18 octobre 2020 en Guinée. Contrairement à ce qu'on s'attendait, le scrutin s'est déroulé de façon globalement très calme dans toute la Guinée. Quelques incidents isolés à signaler. Tous les observateurs sont unanimes pour dire que cette présidentielle était très calme. On est donc dans l'attente des résultats. Mais sans Fioclou, à Danglenois, est-ce que il faut déjà saluer cette maturité de vote qu'ont affiché les Guinéens? Oui, on a débattu de ce thème sur ce plateau à plusieurs reprises. Mais notre grande surprise est qu'il n'y a pas eu de violence. Et tous les observateurs, les médias étrangers et autres ont salué le caractère paisible de cette élection. Et c'est le lieu de dire que le peuple guinéen est mature en matière électorale. Nous, comme on parle de l'élection, nous n'avons pas pour le moment commenté la manière dont les choses se sont passées. Mais pour la situation calme, paisible, tout ça, je peux dire que la CENI est à saluer et les autres institutions qui sont en jeu aussi pour cette élection sont aussi à féliciter. Généralement, Nuitite Krokou, les jours de vote même ne sont pas des jours de tension. Oui, je pense que comme l'a relevé tout à l'heure mon ami par rapport à la question que vous aviez posée concernant le déroulement du scrutin, il est à saluer cette maturité du peuple guinéen et généralement par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays, les jours du scrutin sont parfois mouvementés. Et donc, si après tous les sondages et tous les pronostics qui avaient été faits dans les jours précédents par rapport à cette élection guinéenne, même certains ont même tenté de prédire la possibilité d'un coup d'État ou bien d'une intervention de l'armée dans l'épisode électoral. À voir ce que nous avions vu hier dimanche, du début jusqu'à la fin du scrutin. Bon, je peux dire que la Guinée est à saluer, les organisations, la CENI, tous les partenaires, les institutions, je peux dire africaines et étrangères qui se sont impliquées dans l'organisation de cette élection sont également à féliciter. Avant qu'on n'évolue dans la suite des questions pour toucher des questions de profondeur. À quoi doit-on, Ambroise Pondio, ce calme observé le jour du scrutin? On a eu des incidents très mineurs où dans certains bureaux de vote, certains partis se sont plaints que leurs délégués n'ont pas été acceptés ou ont été chassés. Dans d'autres, on s'est plaint de ce qu'on voulait faire quelques petits bourrages d'urnes. En tout cas, il n'y avait pas ces gros incidents qui pouvaient entacher le scrutin. Oui, d'abord, effectivement, c'est un message envoyé par les leaders, message d'accalmie et de non-violence qui avait été envoyé par les leaders de partis politiques, même ceux de la société civile, même si on comprend qu'il y a une grande partie de la société civile qui a boycotté le processus.
Je crois que les incidents qui ont été signalés ont été vraiment mineurs. Ils ont été signalés à Conakry et à Madrid, c'est-à-dire en Espagne, où des bureaux de vote ont été saccagés. Mais au-delà de ça, je crois que je le disais en l'instant que c'est un message fort. Parce qu'il y avait déjà eu des violences il y a 3 semaines, il y a 1 mois. C'est ces violences-là qui ont fait craindre le rebondissement d'autres violences, qui a fait recroqueviller les acteurs, les militants des 2 grandes formations politiques, notamment l'UFDG de Alpha Condé, de celui dans le dialogue, et le RPDG de Alpha Condé. Alors, moi je voudrais rentrer un peu dans le fond en disant qu'en réalité, le scrutin guinéen avait des enjeux. L'enjeu constitutionnel et l'enjeu électoral. Constitutionnel parce que la constitution qui a été entre-temps et le législatif qui ont été organisés a été boycotté par l'UFDG et d'autres formations politiques de l'opposition parce que ne se retrouvant pas dans le contenu de la Constitution, parce que certains supposent que la Constitution qui a été envoyée à eux de voir n'est pas celle qui a été envoyée à la Cour constitutionnelle pour validation. Ça, c'est un fait. Maintenant, au-delà de ce fait, il y a l'enjeu électoral parce qu'il y a les législatives qui avait aussi été boycotté parce que beaucoup ne savaient pas ce qui entourait au niveau du cadre électoral l'organisation de ces élections. Mais la présidentielle étant celle qui engrange l'enjeu et qui attire plus des voix et des yeux, il y a fort à parier qu'il faut forcément y aller, même si certains l'ont boycotté. Le risque, c'est de donner un boulevard à Alpha Condé, de faire un 3e mandat et que bon nombre de personnes, de Guinéens contestent ce 3e mandat-là. Donc, laissez le soin à l'UFDG au moins, qui est le grand parti d'opposition, de contrecarrer Alpha Condé dans les urnes pour ramener la victoire au peuple guinéen. Alors, on l'a compris, cette présidentielle, même s'il y avait, je pense qu'il y a 12 candidats en lice, elle se joue entre 2 hommes, c'est Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo. Il y a le Front National pour la défense de la Constitution qui avait appelé au boycott, mais il n'a pas été suivi parce que tous les observateurs disent qu'il y a une très forte participation. Comment ça s'explique? Oui, vous savez, quand le Front a été constitué, il comportait Cellou Diallo, le président de l'UFDG. Mais il est sorti de ce groupe pour dire qu'il va aller à cette élection pour se battre contre Alpha Condé. Ce qui veut dire qu'il y a le ténor de l'opposition qui est dans la course et les autres ont suivi. Ce qui veut dire qu'entre la société civile et la politique, il y a divorce. Et ça se répète dans tous les pays francophones. L'association de la société civile avec la politique a toujours des résultats décevants. Donc, on parle d'échec. Dans le cas d'espèce de la Guinée, hier, ça a été flagrant. Il y a une forte mobilisation, une forte affluence et le dépouillement qui se faisait après le vote, les militants étaient autour des salles, on faisait le dépouillement, on affichait les résultats, tout le monde était là. Même TV5 a montré des salles où le monsieur a bien parlé en disant qu'il n'y avait pas de problème, etc. Ce qui veut dire que la maturité politique des Guinéens est toujours à saluer. Et ils ont compris aujourd'hui que plus ils vont pour voter, plus Cellou Diallo avec ses militants ont peut-être la chance de l'emporter. Parce que Alpha Condé, par ruse, a changé la Constitution. Et on l'a soumise au référendum. Et c'est sur ce terrain qui sera jugé. Et c'est ce qui a été fait hier. Donc on attend le déroulement des résultats pour savoir si le peuple a adhéré à cette réforme ou si le peuple a sanctionné Alpha Condé. Alors, cette forte mobilisation, est-ce qu'on doit l'entendre comme une volonté des Guinéens d'aller à du nouveau ou à la continuité? Je pense, par rapport à tout ce que nous avions eu à dire sur ce plateau précédemment concernant le scénario guinéen, qu'il y a une grande partie du peuple guinéen qui veut vraiment aller à du nouveau.
Et quand on sait faire les analyses, pour ne pas rentrer dans certaines considérations partisanes, je veux dire que la rencontre entre les deux poids lourds de l'opposition guinéenne, je veux parler de Condé et Cellou Dalein Diallo, n'est pas à sa première phase. Et ces deux dinosaures s'étaient déjà affrontés par le passé dans une élection à 2 tours et l'histoire est encore récente. On connaît les résultats. Il y a eu beaucoup de négociations pour que Condé puisse passer au 2e tour à l'époque. Et donc, je pense que le même peuple qui avait voté en ce moment est toujours le même peuple que nous avons aujourd'hui. Et les aspirations profondes de ce peuple ont été en quelque sorte valorisées d'une manière intense. On ne peut pas Condé depuis qu'il est arrivé au pouvoir, mais le peuple veut voir peut-être Cellou Dalein Diallo aussi à l'œuvre, étant donné qu'il avait remporté une phase de l'élection dans le premier round, si je peux dire ainsi, il y a de cela 10 ans à peu près. Et donc aujourd'hui, nous pouvons généraliser en disant que la politique fait son chemin en Afrique et les Africains, je peux dire, sont toujours à l'école de cette science politique-là. Et la connotation à laquelle je voulais faire allusion tout à l'heure, c'est référer à la société civile et à la politique que vient de faire mon frère Fioclou tout à l'heure, pour dire que la société civile a été en quelque sorte une expérience qui a été lancée il y a de cela une dizaine ou bien bientôt 15 années, pour essayer de mettre un peu de torpeur ou bien de mettre un peu d'eau dans le vin de l'effervescence politique en Afrique, surtout dans les pays francophones. Si l'expérience n'a pas pu marcher, je pense que c'est parce que parfois la société civile, dans certains cas ou dans certains pays, a tenté de se substituer aux partis politiques. Et sous d'autres cieux, on a reproché à la société civile africaine aussi également d'avoir cette tendance de se replier sur les opposants ou bien les leaders de l'opposition. Mais contrairement sur les questions sociales, pour que nos pays francophones d'Afrique puissent marcher, puissent connaître un développement participatif et inclusif, là, moi, je note excellent les contributions, les participations de la société civile. Et donc aujourd'hui, pour que la mayonnaise entre la politique et cette société civile puisse prendre et donner vraiment un bon goût dans la renaissance, si vous me permettez de le dire ainsi, de la démocratie dans nos pays africains, il va falloir que les politiques puissent commencer également à accepter que cette société civile puisse travailler avec un peu plus de liberté d'action et maintenant, parallèlement, que cette société civile aussi cesse de se substituer aux partis politiques et ne pas trop influencer l'évolution des choses en politique. Alors, voilà ce que je peux dire. Ambroise Ponjo, c'est maintenant que le plus dur commence. Oui, le plus dur en termes de chiffres et en termes de proclamation des résultats. D'abord, pour remonter un peu en arrière, revenir un peu en arrière par rapport à la question que tu as posée à Fioclou tout à l'heure concernant le fait que la participation est un peu élevée, c'est tout simplement que les Guinéens veulent faire une rupture. Les Guinéens veulent aller à la rupture tout simplement parce qu'ils ont déjà vu ce que Condé a produit, mais ils n'ont jamais vu, par exemple, le cas. Ça, c'est mon avis. Le cas de Diallo exercer le pouvoir. C'est vrai qu'il a été Premier ministre, il a été ministre plusieurs fois sous Lansana Conté et autres, mais le monsieur est toujours populaire, quoi qu'on en dise, et ça étonne les gens. Il est vrai aussi qu'il y a cette tendance ethnique qui est là, clivant en Guinée, Malinké et Peul, et que même certains accuseraient certaines sphères occidentales, notamment la France, de ne pas vouloir avoir un Peul à la tête du pays, alors que le gars Guinée n'appartient pas, même si la Guinée regorge le plus grand gisement de bauxite en Afrique, n'appartient pas à la France. Maintenant, au-delà de ça, je crois qu'il appartient à certaines sphères occidentales d'accepter les résultats tels que cela sera produit. Et je salue cette maturité de voir les Guinéens sortir massivement pour renverser la tendance. Maintenant, quant à votre question de savoir qu'est-ce qui sera fait dans les heures qui suivent, c'est l'épineuse question en Afrique, surtout en Afrique francophone.
On n'a pas des institutions fortes. Vous avez un pays où, par exemple, en 2010, tout le monde l'a vu, 44%, 18%, celui qui a 18% a gagné. Et apparemment... Moi, je l'ai dit que c'est Diallo qui avait gagné. Moi, il était clair en ce jour. C'est ce qu'il a dit tout récemment. Ça, c'était une aberration électorale. C'était une gageure. C'était de l'entendement. Ça sort de l'entendement humain que quelqu'un puisse avoir, parce qu'on est adulé par ou supporté par certains groupes français, qu'on ait 18% et qu'on gagne les élections. Ça c'est absurde. C'est pourquoi je dis que Diallo sait que c'est lui le vrai vainqueur des 3 dernières élections qui ont été organisées en Guinée. Sauf que la tendance géopolitique ne lui est pas toujours favorable. Cette fois-ci, c'était une grande concession que le monsieur a fait. Il a même dit que j'ai eu 45%. L'autre a eu 18%. Mais au second tour, c'est lui qui a gagné. Personne ne peut jamais croire ça. Pourtant, pour éviter qu'il y ait violence et éviter que la Guinée sombre, j'ai accepté. Qu'est-ce qu'on a fait en retour pour compenser à M. Diallo? C'est le lieu maintenant de faire comprendre. Et le pire, c'est que le monsieur, le vieux fou, je l'appelle comme ça, parce que c'est ça, il ne veut pas, il veut faire un 3e mandat. Alors, quelqu'un ne peut pas faire l'opposition pendant plus de 40 ans. Oui. Je me rappelle très bien, au temps de Sékou Touré, le dur Sékou Touré. Et aujourd'hui, être un chantre de la démocratie et jouer à cette histoire de ridiculité au rang de Alassane Ouattara, moi, ça me fait très mal. Donc, aujourd'hui, on attend les chiffres, et j'ai appris même que le président de la CENI soit un Malien, le général Sangaré qui conduit l'appurement des fichiers électoraux en Afrique de l'Ouest par l'entremise de la francophonie. Oui. Et si c'est ça, on peut espérer quelque chose de bon. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque état-major, on a laissé le soin à chaque état-major de compiler les résultats. Pas comme on fait chez nous, où on descend au César pour aller ramasser les bureaux de vote. Mais ne peuvent pas publier. Il n'y a que la CENI seul qui peut publier. Et Diallo, avec son UFDG, le savent bien, ils ont des systèmes de compilation des résultats et ils vont l'avoir, mais attendant de voir ce que la CENI aura publié. Et le président a même bien réagi, le président de la CENI a bien réagi, et j'ai l'impression que les gens sont en train de comprendre le fait de jouer à l'apaisement pour qu'il n'y ait pas de mort en Guinée après les résultats. La situation post-élection, donc les résultats, c'est le grand enjeu maintenant. Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo vont-ils pouvoir accepter le verdict des urnes si ça leur est défavorable? Non. Dans l'un ou dans l'autre cas? Dans l'un ou dans l'autre cas, celui qui est battu doit féliciter le vainqueur. Parce que ça a été une élection propre. Bon, il est vrai que le parti au pouvoir a joué certains jeux, puisque dans le code électoral, il est dit que les électeurs doivent voter dans un rayon de 5 km. Oui. Or, ici, ils ont mis les urnes au-delà de 5 km à 10 km. Au niveau de la capitale, c'est 2. Ils en ont mis à 5. Sur les listes électorales, il y a même certaines parties qui ne sont pas affichées. Bon, ça arrive, nous sommes en Afrique, on le dit, mais à voir ce qui se passe aujourd'hui, Cellou Diallo peut dire qu'il a le vent en poupe. Oui. Et les résultats affichés et les compilations dans les jours à venir, puisque je sais que ça doit aller jusqu'au week-end pour les compilations de tous les bureaux de vote. Et c'est en ce moment-là qu'on saura comment les jeux seront faits et qui va contester quoi. Nous allons partir pour la première pause et on va revenir après.